Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous invite dans une série de différents mondes post-apocalyptiques alors que je vous présente un sympathique petit jeu qui s'appelle Maximum Apocalypse. Maximum Apocalypse est un jeu de cartes et de déplacement sur tuiles coopératif qui peut se jouer de façon solitaire, mais qui peut aussi aller jusqu'à 6 joueurs, qui va durer environ 1h30, je dirais. C'est un jeu qui a été édité par Rock Manor Games, développé par Mike Gnady, je n'ai aucune idée comment ça se prononce, par lui. Sympathique personnage. Et dans ce jeu-là, les joueurs vont devoir collaborer ensemble en jouant des cartes pour combattre une apocalypse. Un des aspects intéressants du jeu, c'est qu'on va avoir le choix de l'apocalypse qu'on veut combattre, en plus d'avoir le choix du personnage qu'on veut interpréter pendant cette dite apocalypse. Donc, comme à l'habitude, je vous montre comment ça fonctionne, comment on installe ça, comment on joue et ce que j'en pense. Donc, première chose qu'on va avoir à faire dans ce jeu-là, c'est de choisir son scénario. Le jeu vient avec un paquet de scénarios différents. Il y en a, je pense, 12 en plus d'un tutoriel avec lequel on peut apprendre à jouer qui est extrêmement facile. Le niveau de difficulté est indiqué sur le scénario juste ici et ils vont aller de scénarios relativement faciles jusqu'à des scénarios extrêmement difficiles. Chaque scénario est aussi associé à l'une des apocalypses possibles du jeu. Par exemple, si je prends le scénario numéro 1, je dois sauver un scientifique, ce scénario-là va être associé avec l'apocalypse des zombies. Certains scénarios sont associés avec une apocalypse de robots qui viennent envahir le monde, avec des mutants suite à une espèce de catastrophe nucléaire ou avec une invasion extraterrestre. Donc, on peut choisir son scénario, on peut choisir son apocalypse. Disons que dans mon exemple ici, on va prendre sauver le scientifique. Donc, on va avoir besoin du paquet de cartes des zombies. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur le scénario? Mais si je regarde ici, il y a mon objectif évidemment qui va me dire que je dois sauver le scientifique à la station de police. Je dois dépenser des actions, blablabla, pour sauver le scientifique, on va y revenir. Mais j'ai aussi une petite chose à faire dans la mise en place. On me dit que je dois placer le scientifique puis la carte de base des zombies de côté. Fait que la carte de base des zombies, dans la version que j'ai, j'en ai 2. Je peux les mettre de côté. On en pigera une des 2 quand ça va être nécessaire. Le reste du paquet zombie, je vais juste tout le brasser puis mettre ça proche de ma surface de jeu. Mes cartes de base de zombies, on va mettre ça sur le côté. On s'en sert plus tard. Autre information importante que sur les cartes de scénario, c'est justement la composition de différents éléments. Ici, j'ai les tuiles que je vais utiliser dans ma partie. On va en avoir 20. Et on me précise chaque tuile que je vais prendre. Fait qu'il y a une petite partie de mise en place à faire. Les tuiles que j'ai sont comme ça ici. Fait que je vais avoir le nom de la tuile qui est en plein milieu. Je vais avoir des effets qui sont écrits sur la tuile. Ça, on va y revenir dans le détail, mais je dois aller prendre donc toutes les tuiles qui sont indiquées par le scénario puis me faire une pile face secrète. Autre chose que je vais avoir à faire, c'est faire ma pile de fouille, ma pile de scavenge, mes scavenge decks. J'ai 3 decks de cartes, un qui va être rouge, un qui va être vert, un qui va être bleu, puis on me dit dans chaque deck qu'est-ce que je dois mettre exactement. Ça a ses avantages et ses inconvénients comme méthode de préparation. L'un des inconvénients, vous vous en douterez, c'est que c'est long à faire. Fait qu'ici, j'ai toutes les choses que je peux fouiller et trouver dans une partie. Donc, pour chaque deck, par exemple, si je regarde mes spare parts, la première carte que j'ai sur mon deck, je vois qu'il faut que j'en mette une dans le deck rouge, une spare part dans le deck vert, une spare part dans le deck bleu. Fait que je vais faire ça. Deck rouge, deck vert, deck bleu. J'ai une petite pile, une petite tuile ici pour me rappeler mes 3 decks. Ensuite, ambush. Je vais regarder ma petite carte. Ambush, une dans le deck rouge, une dans le deck vert, une dans le deck bleu. Fait que je fais la même chose. Puis je continue comme ça
jusqu'à temps que mes 3 decks soient composés de tous les éléments qui sont là. Quand c'est fait, je vais tout simplement les brasser comme il faut. Je vais évidemment avoir beaucoup plus de cartes comme ça. Et je les mets face cachée sur chacune de leurs piles. Fait que je vais avoir mon deck bleu, mon deck vert, mon deck rouge, tel qu'indiqué sur la petite tuile qui est là. Et voici mon plateau de jeu, à quoi ça peut ressembler quand on est prêt à commencer une partie. Fait que j'ai mes decks de piges de cartes qui sont juste ici, j'ai ma carte scientifique qu'on m'a demandé de mettre de côté, mon paquet de cartes zombies, les boss au hasard, et mes 20 tuiles. Là, comment on les place, les 20 tuiles? Comme on veut, en fait. En sachant qu'on va chercher une de ces tuiles-là pour gagner notre partie. C'est un jeu coopératif, fait qu'on va fouiller pour les trouver. Chaque tuile représente une zone de la ville ou de la région qu'on est en train d'explorer. On va évidemment révéler les tuiles au fur et à mesure qu'on va se déplacer dessus, mais il n'y a pas de règle pour savoir comment on les place. Là, je les ai placées comme ça, j'aurais pu en mettre une ici puis une là à la place, j'aurais pu faire 2 rangées de 10 si ça me tentait, mais on se doute que si on se fait un espèce de chemin un peu étrange, ça peut être difficile si on se fait par exemple une ligne de 20. Ben, si la tuile qu'on cherche, c'est la dernière, ça va être compliqué de revenir après. On n'hésite pas si on veut faire des trous en plein milieu. On les place vraiment comme on veut. En sachant que quand la partie va commencer, on va prendre cette tuile-là, qui est la vanne. La vanne, c'est avec ça qu'on arrive. On va la mettre quelque part. On va dire, par exemple, on arrive par ici. On va la mettre quelque part autour, dans la périphérie de la ville qu'on est en train d'explorer. Puis c'est à partir de là que nos personnages vont pouvoir explorer. D'où la raison que j'ai dit, si on décide de se faire une grosse ligne de 20 tuiles, ben si la vanne est à une extrémité puis la tuile qu'on cherche est à l'autre extrémité, ça va être long de se rendre. Mais sinon, il n'y a pas de règle, on peut décider d'arriver là, on peut décider d'arriver là, en autant que notre vanne touche à un des côtés, puis c'est à partir de là que nos personnages vont se déployer et explorer la ville. Fait que pour ma mise en place, c'est tout. Il me resterait peut-être juste à donner une petite carte de tour de référence du tour à chaque joueur. Puis ensuite, il va y avoir une petite mise en place individuelle à faire. Au niveau de la mise en place individuelle, c'est relativement simple. Ce qui me reste à faire, c'est de choisir un personnage. On voit ici que j'en ai plusieurs. Il y en a 6 dans la boîte de base. Par exemple, je pourrais décider d'aller chercher le Fireman, mon pompier. Fait que si je vais chercher qu'est-ce qu'on a comme carte à l'intérieur, je vais commencer par avoir une carte d'identification du personnage. J'ai sa valeur en points de vie. J'ai une autre statistique sur laquelle je vais revenir. J'ai une action spéciale qu'il peut faire à tous ses tours de jeu. Et j'ai un autre côté de la carte pour montrer quand il commence à avoir faim, c'est quoi les conséquences qu'il va vivre. Et j'ai son paquet de cartes action. Fait que donc, je vais prendre ça. Je vais placer la carte devant moi. Je vais prendre mon deck devant moi aussi. On va prendre un petit standy. C'est avec ça que je vais me déplacer sur le plateau. Puis moi, je vais être prêt à commencer à jouer. Pour terminer la mise en place, j'ai juste à placer un paquet de jetons sur le plateau. Là, j'ai des jetons monstres qui représentent les monstres de façon relativement abstraite. J'ai des maçons de munitions, des petits pions bleus, pas super jolis d'ailleurs. J'ai des jetons blessures qui vont de 1 à 10. J'ai des pions essence, j'ai ma carte de référence que je garde pas loin, ma pige de cartes par type, par couleur, ma pile de cartes monstres qui est juste un petit peu hors caméra ici. Et je vais être prêt à commencer à jouer. Première chose que je fais en début de partie, je me pige une carte monstre et j'en assigne une à chacun des joueurs. Les cartons sont différentes valeurs. J'ai leur valeur en point de vie, qui est complètement en haut, juste ici, dans l'espèce de rythme cardiaque, puis j'ai la valeur de dégâts qui va infliger, qui est juste en dessous, dans l'espèce de tache de sang. Il y a certains monstres qui vont avoir un effet qui va être écrit dans le bas de la carte aussi, qui peut attaquer à distance, loin, proche, qui explose, etc., etc. Je vais me l'assigner à moi. Ce monstre-là va agir à la fin de chacun de mes tours à moi seulement. Comme là, j'ai installé une partie à un joueur, il va agir à tous les tours, mais si j'ai installé une partie à 4 joueurs, il va quand même agir juste à mes tours à moi. Moi, je vais commencer sur la vanne et on est prêt à commencer à jouer. Qu'est-ce qu'on fait dans le tour? On suit cette carte-là. Premièrement, elle nous dit Spawn Monsters. Qu'est-ce que je fais pour spawner des monstres? C'est que je vais lancer les 2 dés qui sont ici. Et chaque tuile qui est révélée, qui affiche ce nombre, il y a un monstre qui va apparaître dessus. Par exemple, ici, la vanne de départ, sur le coin en haut à gauche de la tuile, il y a le chiffre 6. Donc, il faudrait que je roule un 6 plutôt, pour qu'il y ait un monstre qui apparaisse. Si j'avais le graveyard qui est révélé, et la montagne est révélée, et le désert est révélé, et l'autre désert est révélé, je lance 2 dés, je roule un 11, j'ai 4, 9, 10, 4 et 6, mais j'ai pas de monstre qui apparaît. Si dans un autre exemple, j'avais roulé, disons, un 10, ben à ce moment-là,
j'ai un 10 qui est présent sur le plateau, je vais prendre un jeton monstre et je vais le placer sur cette zone-là. Si le tour suivant, je roule un 7, là, j'en ai pas. Si je roule un 4, disons, donc 3 plus 1, 4, ben là, je vais rajouter un monstre ici au graveyard. Et ça, tous les joueurs vont faire ça au début de chacun de leur tour de jeu à eux. Deuxième chose qu'on fait ensuite dans l'ordre de tour de jeu, on va piger une carte. En début de partie, on commence, si ma mémoire est bonne, c'est avec 4 cartes. Oui. Puis au début de chacun de ce tour de jeu, on va en piger une autre carte. Les cartes vont avoir évidemment un paquet d'effets différents. Immédiatement après avoir pigé ma carte, pour faire mon tour, je vais faire 4 actions. Première action que je peux faire, je peux me déplacer d'une case. Je me déplace toujours de façon orthogonale. Donc, pas en diagonale, je me déplace d'une case soit vers le haut, soit vers la gauche ou la droite. Si je me déplace dans une zone qui n'est pas révélée, ben vous aurez compris que je la révèle. Et s'il y a un effet négatif, ça se peut que je l'applique immédiatement au moment où je la révèle. S'il y a un effet positif, je l'applique aussi immédiatement au moment où je la réserve. Certaines tuiles ont un effet qui est écrit « Enter » dessus. Ça va être écrit dans le bas de la tuile. Donc, à chaque fois qu'on entre dans cette tuile-là, on applique l'effet. Par exemple, dans les montagnes, à chaque fois qu'on entre dans les montagnes, on pige une carte qu'on rajoute à sa main. Alors qu'à chaque fois que je rentre dans le désert, j'augmente ma faim, mon hunger. Ça, je vais y revenir. Autre chose que je peux piger une carte pendant mon tour. Avec une de mes actions, je peux tout simplement piger une carte parce que ce que j'ai en main ne me plaît pas. Vous aurez compris que comme autre action, je peux jouer une carte. Fait que je prends une carte de ma main, puis je vais la jouer. Là, les cartes vont avoir différents effets selon les cartes que je veux jouer. Certaines cartes vont avoir une espèce d'icône d'équipement en haut de la carte qui indique que je peux équiper cette carte-là. De base, les joueurs ont une capacité d'équipement de 4. Donc, je peux avoir jusqu'à 4 points d'équipement équipés sur moi en même temps. Et je ne peux pas avoir 2 fois exactement le même objet. Ça doit être des objets différents. Et de façon générale, les équipements me donnent une action que je peux faire pendant mon tour tant que cet équipement-là reste équipé. Certains équipements ont aussi des munitions. Les munitions, ça peut être soit de l'essence, c'est le cas de mon lighter, de mon briquet, ou je peux avoir des armes à feu qui ont aussi des munitions. La première fois que je vais jouer mon lighter, je vois qu'il arrive avec 2 essences. Fait que quand je vais le jouer devant moi, je vais lui mettre 2 jetons essence dessus. À chaque fois que je l'utilise, je vais dépenser un des jetons essence, puis quand il va être S0, mais je ne pourrai plus l'utiliser. La carte reste devant moi. Puis il peut y avoir certains effets de jeu qui me permettent de recharger une carte qui est vide. D'autres cartes vont avoir le symbole d'équipement aussi, comme cette échelle, je suis un pompier, mais il n'y a pas de jeton de munitions dessus. Ça veut dire que je peux faire l'effet de la carte tant que je veux. Lui, par exemple, on me dit comme effet passif, je peux traverser les rivières automatiquement, sans avoir à faire de jet de dés, alors que normalement, traverser une rivière, c'est difficile. Ici, par exemple, j'ai un autre effet, j'ai un Wildland Jacket, un veston de protection, qui me donne un bonus défensif. Il y a d'autres types de cartes, par contre, qui ont une icône d'éclair, comme ça ici. Ça veut tout simplement dire que quand je prends une action pour jouer cette carte-là, je la joue, je fais l'effet, je défausse la carte. Par exemple, je peux ici, Fireman's Stamina, l'endurance du pompier, je peux me déplacer jusqu'à 3 cases en une seule action et ensuite piger une carte. Un autre exemple ici, Where's My Axe? Je peux chercher mon deck pour trouver ma hache. Donc, j'ai un équipement hache, puis la mettre directement en jeu. Fait que si je joue cette carte-là, je vais me promener jusqu'à temps que je trouve ma hache, my trusty axe. Puis ensuite, je vais pouvoir l'équiper immédiatement. Ma hache me prend 2 points d'équipement et me donne une action que je peux faire à tous les tours, qui est de donner un coup d'hache à un des zombies pour lui infliger des dégâts. Donc, les actions, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, je me fais une défausse en sachant que si je passe au travers de mon deck, je n'ai plus d'énergie, je perds, je suis éliminé du jeu. Donc, je dois quand même être prudent dans la façon que je pige mes cartes. Il ne faut pas que j'essaie de passer au travers de mon deck le plus rapidement possible. Je ne le rebrasserai pas pendant la partie. Autre action que je peux faire, je peux scavenge, je peux fouiller un endroit. Pour pouvoir fouiller un endroit, il faut que l'endroit soit fouillable. Certains lieux, par exemple, on va finir par en trouver un, par exemple, l'hôpital a un cercle en haut à gauche, il peut être rouge, vert ou bleu.
Si je fouille un endroit comme ceci, donc mon pompier est rendu à l'hôpital et je fouille l'hôpital, mais je vais aller piger dans le deck de cartes correspondant à l'endroit où j'ai fouillé. L'hôpital, le cercle est rouge, je vais aller fouiller dans le deck de cartes rouges, je vais piger un objet, puis je vais le rajouter à ma main. Dans ce cas-ci, je n'ai pas été chanceux, j'ai pigé une embuscade, c'est un monstre que je rajoute plutôt en jeu. Si j'avais pigé plutôt mon spare parts que j'ai placé tantôt, c'est une carte que je défausse, mais là, j'ai une variété de cartes que je peux trouver. Je peux trouver de la nourriture, je peux trouver des qui vont réduire ma faim, je peux trouver des munitions, je peux trouver des choses pour me guérir, je peux trouver une arme à feu, je peux trouver des flares, des trucs comme ça. Je peux trouver un paquet d'items. Les cartes vont se rajouter à ma main comme toutes les autres cartes et je vais pouvoir ensuite les jouer en prenant une action pour les jouer comme toutes les autres cartes. Par exemple, si je prenais l'exemple des Medical Supplies, je pourrais jouer cette carte-là, elle a l'icône d'éclair, pour me redonner 3 points de vie. Donc, pour me guérir, si j'ai commencé à ramasser des blessures. Donc, je vais faire ça comme ça, je vais prendre 4 actions, je peux prendre la même action plus qu'une fois, je peux prendre la même action 4 fois, il n'y a absolument aucun problème. Je vais réduire mes munitions puis mon essence si j'utilise des objets qui dépensent des munitions et de l'essence. Et chaque personnage a toujours une action de base qui est imprimée sur lui, comme mon Fireman peut faire 2 dégâts à une cible en donnant un coup de poing dessus, pour qu'il puisse se défendre un petit peu comme les zombies, même si, ou dans ce cas-ci les zombies, mais ça peut être les robots ou les mutants, même s'il n'y a pas d'équipement pour pouvoir attaquer. Fait que ça, c'est pour ma phase d'action. Dans ma phase d'action, il y a toujours 3 actions que je peux faire gratuitement pendant ma phase et je peux les faire chacune une fois. Ça, c'est les seules actions que je ne peux pas répéter. Première action que je peux faire gratuitement, je peux défausser 2 cartes de ma main pour piger une autre carte. En sachant que je n'ai pas le droit d'avoir 2 fois le même équipement devant moi. Si j'ai 3 lighters dans les mains, par exemple, je peux décider d'en jouer un, défausser les 2 autres, puis piger une carte pour remplacer ce que j'ai défaussé. Je peux échanger des cartes avec un autre joueur. Là, dans ce cas-ci, ça ne sera pas pertinent parce que je joue seul, mais si j'étais sur la même case qu'un autre joueur, je pourrais échanger des cartes. Par contre, je ne peux jamais changer les cartes de mon deck. On voit que le Firefighter, son deck de cartes, c'est le sien, il est à lui. C'est juste lui qui peut l'utiliser. Mais s'il a fouillé pour trouver des cartes dans le jeu, il peut les donner à un autre joueur s'il se trouve sur la même case. Finalement, on peut donner de l'essence aux vannes. Notre van avec lequel on est arrivé, qu'on a placé où on veut en début de partie, a besoin d'un certain nombre de jetons essence pour pouvoir quitter la zone en fin de partie quand on a atteint l'objectif qui est fixé par la carte qu'on a choisie. Ici, on nous dit, je dois aller chercher le scientifique, je le trouve à la station de police, je dois combattre le boss qui est à la station de police et je dois ramener le scientifique dans la vanne. Le scientifique qui compte comme 2 points d'équipement. Et la vanne va avoir besoin de 4 jetons d'essence pour pouvoir quitter. Comment je sais que c'est 4? Ça va être écrit sur la carte d'objectif, la carte de mission que j'ai choisie en début de partie. Fait que chaque carte mission va avoir un nombre de jetons d'essence disponibles. Fait que si mon Firefighter avait déjà ramassé de l'essence ou avait des cartes d'essence sur lui, qui ressemblent à ceci, s'il y avait des cartes d'essence sur lui, il pourrait se rendre à la vanne et gratuitement jeter ses cartes d'essence pour donner de l'essence à la vanne, les mettant comme ça ici. Fait qu'une fois que ma vanne a ses 4 jetons d'essence et que j'ai ramené le scientifique, ben la vanne quitte la zone et j'ai gagné la partie. Dans ce scénario-ci, un autre scénario va avoir un objectif différent. Fait que donc, 4 actions que je peux mélanger tant que jeu, 3 actions gratuites que je peux faire une fois chaque, échanger, mettre de l'essence à la vanne ou dropper des cartes, ou défausser 2 cartes pour en piger une. Quand j'ai fini de faire mon tour, j'augmente le hunger. Le hunger, c'est quoi? C'est représenté par un petit dé à 6 faces. Le dé va partir sur le 1 et à chacun de mes tours de jeu, il va monter 2, 3, 4, 5 et 6. Quand il arrive à 6, j'ai faim. Je vais tourner ma carte de pompier de côté et je vais placer mon dé de hunger sur le 2. Ça veut dire qu'à la fin de mon tour de jeu, je vais manger 2 points de dégâts. Le tour suivant, si je n'ai toujours pas mangé, je vais le baisser pour qu'il soit rendu au 4. À la fin de mon tour de jeu, je vais manger 4 points de dégâts, 6 points de dégâts, 8 points de dégâts, puis éventuellement, il va juste mourir de faim. Je dois trouver de la nourriture pour manger. Dès que je mange, peu importe je suis rendu où, mettons que j'étais rendu au 6, si je mange, je jette une carte qui me dit « baisse ton hunger de 2 », parfait, mon 6 devient à 4, donc je tourne ma carte, je suis rendu du bon côté, puis mon hunger reste à 4. À la fin du tour, il va monter à 5, au tour suivant, il va tomber à 6.
Puis là, on va recommencer la procédure de descendre le long de la ligne de hunger. Donc, est-ce que manger, c'est important dans le jeu? Très important. Pour finir ton tour de jeu, la dernière chose que tu fais, c'est que tu prends des dégâts. Quand tu prends des dégâts, tu regardes les monstres qui te sont assignés, qui sont devant toi. Lui, par exemple, mon zombie dog, mon chien zombie, on voit juste en dessous de ses points de vie, on voit qu'il a 5 points de vie et qu'il me fait 4 points de dégâts. Donc, à la fin de mon tour de jeu, dernière chose que je fais, je vais prendre 4 points de dégâts. J'en ai 32, il m'en reste 28. Et ça couvre la façon de jouer le jeu. Ça couvre la grande majorité des règles. Je vais me promener comme ça. À chaque fois que je vais rentrer dans une zone, je vais la révéler. Certaines tuiles vont me dire... En fait, les tuiles sont extrêmement claires. Par exemple, l'hôpital, c'est écrit « Enter, restore 1 health » and restore 2 health. Fait que dès que je rentre dans le tuile de l'hôpital, je gagne 1 point de vie. Si je finis mon tour dans le tuile de l'hôpital, j'en gagne 2. Power plant, enter, discard all food cards. Fait que si je rentre dans le power plant, toute ma nourriture devient irradiée, je dois l'acheter. Forest, stop. If you move again this turn, draw a monster. Fait que quand je rentre dans la forêt, j'arrête. Si je décide de bouger encore, je vais piger un monstre. Donc je pige un monstre puis je le rajoute à ma main. Et on se promène comme ça sur le plateau jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif qui a été fixé par notre carte. Quand il est atteint, on va revenir à la vanne, puis si on a suffisamment d'essence, on va quitter, puis on gagne. Les petits détails qui me restent à préciser, c'est les jetons monstres et les 2 dés là, à quoi ils servent. À chaque fois que je me déplace sur un jeton, sur une case qui a un jeton monstre, je vais essayer de le fuir, je vais essayer d'être discret et de ne pas me faire remarquer par ce monstre-là. Pour ce faire, je vais lancer ces 2-là et je vais essayer d'avoir une valeur qui est inférieure ou égale à ma valeur en discrétion. Ma valeur en discrétion, c'est les petits pieds qui sont juste en dessous de mes points de vie. On voit que le pompier n'est pas très très bon. Fait qu'il va lancer, s'il rentre dans cette tuile-là, il va lancer 2 dés. J'ai obtenu 7, c'est raté. Quand on rate un jet de discrétion contre un monstre, on défausse tous les jetons monstres qui ont sur cette tuile-là, maximum 3, et on pige une carte monstre qu'on se rajoute devant soi. Fait que maintenant, si je ne m'occupe pas des chiens qui sont après moi, je vais manger 8 points de dégâts par tour. Ça va vite. Si le tour suivant, il se rend jusque-là puis il rate encore son test de discrétion, bien, il va jeter ce monstre-là, il va piger une autre carte, puis là, j'ai un soldat zombie qui fait aussi 4 points de dégâts, fait que là, je vais manger 12 points de dégâts par tour. Je dois absolument m'occuper de cette gang-là. Et les monstres marchent simplement comme ça. Si une tuile me demande de faire un test de compétence, quelque part, il y a une rivière qui me dit que je dois faire un test de compétence pour être capable de la traverser. Là, évidemment, je ne la trouverai pas. Si je dois faire un test de compétence, le test qu'on me demande, c'est justement le test de discrétion. D'où l'utilité de l'échelle de tantôt de permettre de traverser la rivière sans faire de jet. On va finir par la trouver. Je ne l'ai peut-être juste pas placée. Ça doit être ça. Je ne l'ai pas placée. Donc, les tests de compétences, on fait référence à une seule et unique chose, c'est ma valeur en discrétion. Et une fois que ça a été dit, ça fait vraiment le tour du jeu. Fait que je commence mon tour, je pige une carte. Ensuite, je vais spawner des monstres, fait que je vais lancer 2 dés, puis on voit que quand on a révélé toute la zone, si on roule quelque chose, ben, le chiffre a une grande chance d'être révélé plusieurs fois. Là, j'ai roulé un 10, j'ai un 10 ici, j'ai un 10 là, il y a un monstre qui va apparaître à chaque fois. Ensuite, je prends mes 4 actions, fait que je peux me déplacer, je peux utiliser mes objets, je peux jouer des cartes, je peux fouiller l'endroit où je me trouve, s'il a une icône de fouille, ce qui n'est pas le cas du cimetière, évidemment. Et quand j'ai terminé mon tour d'action, je vais augmenter ma faim, retournant ma carte si ma faim est déjà rendue à 6 pour perdre des points de vie supplémentaires. Les monstres qui sont devant moi vont m'attaquer. Si je me ramasse à 0, je suis mort. Les autres joueurs, si je joue à plus qu'un joueur, peuvent quand même gagner malgré ma mort. Fait que c'est déjà arrivé des parties que quelqu'un s'en aille parce que les monstres qu'il y avait sur lui pouvaient attaquer les autres joueurs, etc., etc. Puis qui se sacrifient pour le bien commun. Et je fais ça jusqu'à temps que j'atteigne l'objectif qui est fixé par cette carte-ci. Et c'est à peu près tout pour Maximum Apocalypse. Une dernière chose, peut-être, que je vais vous dire, juste de l'autre côté de la carte de référence, il y a la carte des portées, comment que le range fonctionne. Quand on utilise un objet qui attaque, ça va toujours être écrit c'est quoi la portée. Par exemple, mon punch du Fireman, c'est écrit Short Range. Puis c'est sur cette tuile-là qui me dit c'est quoi les ranges. Fait que Short Range, c'est la case sur laquelle on se trouve. Mid-range, c'est la case sur laquelle on se trouve et les 4 cases qui sont adjacentes. Puis long range, on peut aller jusqu'à 2 cases de distance, mais on ne peut pas attaquer la case sur laquelle on se trouve. Fait que si j'ai le gars de l'armée qui est un sniper, lui, il ne pourra pas attaquer sur sa case, mais il peut attaquer super loin sur le plateau.
Et pour les règles de Maximum Apocalypse, j'ai fait le tour. Donc, Maximum Apocalypse, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis un grand fan des jeux coopératifs. Ça, c'en est un bon. On doit bien calculer nos mouvements, nos déplacements. Quelqu'un qui va attirer des monstres d'un côté. Il y a certains personnages qui ont des habiletés pour éliminer les jetons monstres avant qu'ils aient une chance de devenir une carte qui se mette à attaquer les joueurs. Fait qu'on doit coopérer beaucoup à l'intérieur de ce jeu-là. Il est vraiment plus intéressant. Je dirais le nombre optimal auquel j'ai eu du plaisir, c'est 3 joueurs. 4, il commençait à s'étirer un petit peu dans le temps. 2 joueurs, l'aspect coopératif est un petit peu moins présent, mais 3 joueurs, c'est vraiment le fun. Il était quand même très bien à 2, 4 et plus, mais 3 joueurs, c'est vraiment là que je l'ai trouvé le plus efficace. Fait que ce petit jeu-là, c'est un petit jeu qui est assez rapide, qui est super simple à expliquer. Les joueurs le saisissent rapidement. C'est un bon jeu coopératif. Le visuel des cartes est super intéressant. Puis un aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque joueur a vraiment son deck de cartes à lui. Si vous avez joué un jeu comme Sentinels of the Multiverse, par exemple, c'est un peu le même principe. Si je prends le Firefighter, le Fireman, je vais avoir beaucoup de cartes pour protéger les autres joueurs, pour faire des déplacements au-delà des rivières, pour guérir les autres joueurs. Si j'ai le scientifique, je vais avoir des armes particulières, des espèces de poisons et des trucs comme ça pour attaquer les autres. Si j'ai le gars de l'armée, je vais avoir à peu près juste des armes dans mon deck. Des mots spéciaux, le docteur, je vais pouvoir guérir tout le monde, etc. Fait qu'il y a des belles synergies à faire entre les joueurs, entre les capacités de chacun des joueurs. C'est vraiment super intéressant. Mes personnages préférés, c'est le vétéran avec son chien, où il peut envoyer son chien attaquer des zombies, il peut envoyer son chien chercher de la nourriture. Puis j'ai vu beaucoup de joueurs nourrir le chien avant de se nourrir eux-mêmes, parce qu'il y a des avantages évidemment qu'il doit nourrir 2 bouches pendant son tour plutôt qu'une. Donc, les synergies entre les classes sont super intéressantes. Le visuel des cartes est super intéressant. C'est très le fun de pouvoir choisir quels ennemis on veut affronter. Est-ce que je veux me battre contre des zombies? Je veux me battre contre des robots? Il y a même une petite extension supplémentaire qui existe, que je possède, qui est les Kaijin, les espèces de monstres du film Pacific Rim, les monstres gigantesques là, de type Godzilla. Présentement, sur Kickstarter, il y a une deuxième campagne qui est en train de se faire, que je vais probablement supporter, qui rajoute, je crois, les dinosaures, qui ramène les Kaijin encore pour ceux qui ne l'ont pas eu de la première version, puis qui rajoute une ou deux autres apocalypses possibles. Fait qu'on peut vraiment faire une belle combinaison d'éléments, jouer ça comme on veut. Le niveau de difficulté scale très bien. Moi, c'est un très très beau 8.5 sur 10. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je joue quand même pas mal. C'est un très beau jeu, petit. Son principal défaut, c'est la mise en place. Je vais avoir un gros paquet de cartes équipement. J'assume qu'avec l'extension, ça va être encore beaucoup plus gros. Puis là, je dois les diviser en 3 paquets différents. Et dans chaque paquet que je prépare, il y a différentes cartes de différents types. Fait que j'ai tant d'embo, j'ai 2 pistolets, j'ai un flare, j'ai une lampe torche. Une fois que le jeu est parti, ça rajoute à l'expérience de jeu. Parce que si je fouille à l'hôpital, je ne trouverai pas un gun, je vais trouver des médicaments, je vais trouver de la nourriture. Fait que c'est bien pensé pour ça. Si je fouille dans une vieille ferme, ben là, peut-être que je vais trouver un shotgun, mais je vais peut-être trouver une fourche, des trucs comme ça. Les objets que je vais trouver vont avoir du sens avec l'endroit où je fouille. Mais c'est pénible au niveau de la mise en place. Même chose pour les tuiles. J'ai un gros paquet de tuiles. Fait que là, il faut que j'aille piger dans ce paquet-là des tuiles spécifiques pour le scénario que je suis en train de faire. Fait que ça balance bien le jeu, mais c'est désagréable au niveau de la mise en place. C'est un petit peu trop long pour le type de jeu que c'est. Mais je comprends par contre pourquoi ils l'ont fait comme ça. Il n'y avait pas vraiment le choix pour l'expérience de jeu qu'ils voulaient offrir. Fait que Maximum Apocalypse, c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux. La boîte prend pas beaucoup de place. C'est très sympathique. C'est très joli. C'est très bien pensé. Les tours sont rapides. Fait qu'un très beau 8.5 sur 10. Si vous aimez les jeux coopératifs, vous devriez normalement aimer Maximum Apocalypse. Sur ce, je vais vous inviter à nous supporter sur nos pages Twitter, Facebook, à nous supporter sur notre page Patreon. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour mes prochains Kickstarter, mes prochaines vidéos Kickstarter, vous me faites signe, vous m'écrivez ça dans les commentaires. Présentement, je suis avec beaucoup d'intérêt la campagne de Batman. Évidemment, je suis également aussi celle pour la 2e saison de Maximum Apocalypse. Je vais probablement supporter les deux. Je pourrais faire des vidéos dans 1 an et demi, 2 ans quand ça va arriver. Et entre-temps, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.